Bonjour, bonsoir. Mes salutations dépendent de vos positions géographiques. Où que vous soyez, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Bienvenue à votre émission préférée dénommée Il fait la faux. Il fait la faux est une émission qui nous pousse à faire appel aux différents acteurs de la société pour parler des problématiques propres de la société. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque exceptionnelle, un monsieur de taille hors norme. Sans plus tarder, nous allons lui donner la parole pour qu'il se présente à vous, nos chers abonnés de la page Facebook ainsi que de la chaîne YouTube. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pouvez-vous vous présenter à nos chers abonnés? Ok, merci bien. Je m'appelle Alioune Gueye. Je suis président de l'ONG RENACHEM, Réseau national de la jeunesse du Mali. Et actuellement, je suis membre du Conseil national de transition, l'organe législatif de la transition. Et je viens d'être élu quatrième secrétaire parlementaire du nouveau bureau du CNT au Mali. Ah, toutes mes félicitations par rapport à cette promotion. Ça fait la fierté au niveau national et au niveau du Merci. CNT. Merci. Cela procède aussi de la vision du président de la transition à faire de la place aux jeunes. C'est une bonne initiative. Merci. Tout de suite, lors de votre présentation, vous avez parlé d'une organisation tout de Oui, suite exactement. dont vous êtes à la tête. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'objectif visé par cette organisation? Au fait, le RENAGEM, c'est une fédération d'associations, de mouvements et d'ONG. Environ 200 organisations et ONG sont membres, 200 oui, organisations. qui sont représentées sur toute l'étendue du territoire national. Nous intervenons dans le cadre du développement durable. Nous travaillons spécifiquement sur les questions de santé, les questions d'environnement et de changement climatique, les questions d'autonomisation, du respect des droits humains, notamment ceux liés à la femme et à la jeune fille. Et nous intervenons aussi sur les questions d'autonomisation, notamment d'insertion socio-économique des jeunes, qui sont aujourd'hui des préoccupations. Donc, notre principe de travail, c'est la promotion du leadership jeune à tous les niveaux. Et en cela, nous menons des activités de formation à l'intention des jeunes. Nous menons des activités de mobilisation sociale. Nous exécutons aussi des projets et programmes en consortium ou bien seuls sur les différents domaines que je viens de citer. Nous constatons que vous menez d'énormes actions au sein de la société et je pense que ça sera préférable de vous appeler une autre fois pour parler de vos différentes actions Avec pendant votre plaisir. mandat. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, je vous demande encore de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés de la problématique qui fait l'objet d'un débat aujourd'hui. Il s'agit du projet de la nouvelle constitution. Il est important de faire appel à des acteurs clés, à des acteurs stratégiques au sein de la société, mais aussi au sein des acteurs qui prennent des décisions pour vous édifier vos lanternes. Et aujourd'hui, pour notre première question, il est important de se faire une idée par rapport à la notion de la constitution et ce qui fait l'objet de notre première question. Euh, Nous parlons de la constitution, de la révision constitutionnelle. C'est quoi la constitution et la révision constitutionnelle? Ok, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord, à votre suite, saluer les Maliens de l'extérieur, dont l'appui et la contribution sont très déterminants pour le développement de nos pays. Je salue leur engagement patriotique, je les salue. Je salue également vos nombreux abonnés. Pour revenir à votre question, on peut dire que la Constitution désigne l'ensemble des règles de fonctionnement qui déterminent l'organisation et le fonctionnement d'un État et de ses institutions et énonce en tout cas les droits et les libertés garantis aux citoyens. En d'autres termes, la Constitution détermine, un, la forme de l'État, c'est-à-dire s'il s'agit d'un État unitaire ou fédéral, la forme du gouvernement, si c'est république ou monarchie, les symboles de l'État, c'est-à-dire les signes distinctifs d'un État, notamment le drapeau et l'hymne national. Deux, l'organisation des pouvoirs publics,
Il s'agit du pouvoir exécutif qui commande, du pouvoir législatif qui fait les lois et du pouvoir judiciaire, en tout cas qui tranche les litiges. Et troisièmement, il s'agit des droits et la Constitution détermine aussi les droits et les libertés reconnues aux citoyens ainsi que les devoirs auxquels ils sont assujettis. En général, la Constitution se limite à fixer les règles fondamentales et elle est au sommet de la hiérarchie de toutes les règles dans l'État. C'est pour cette raison que d'ailleurs on appelle également loi fondamentale, la loi suprême, la loi des lois, la norme suprême, la norme de l'homme. Donc, c'est des appellations qu'on donne à la Constitution. Donc, étant donné aussi que c'est un texte normatif qui intervient pour prendre en charge les besoins et les attentes de la société, des individus ou bien des groupes d'individus. Donc, il s'agit aussi des lois, la loi organique ou la loi ordinaire, et des règlements, les décrets, les arrêtés et les décisions. Donc, voilà un peu la notion qu'on peut définir au moins de la Constitution. Donc, si je comprends... Maintenant, la révision constitutionnelle consiste à apporter des modifications, des changements. Ça peut être des changements pas en profondeur ou des changements en profondeur. Ça dépend des situations. Mais il y a des événements quand même qui font qu'on puisse penser à une révision ou à changer de constitution. C'est lorsque le pays est en crise, très généralement, ou lorsque un pays prend son indépendance, il peut décider de changer de constitution. On l'a vu en 1960 avec la loi fondamentale 061 qui a été adoptée comme loi fondamentale. Et on a vu en 1974, lorsque nous étions aussi dans un régime d'exception, 1974, il y a eu la constitution du Mali. Et après la crise de 2012, nous avons eu la troisième constitution du Mali. Donc, tous ces changements, à part la loi fondamentale 061 de 2060, je pense que les deux dernières constitutions que nous avons eues ont été obtenues sur la base des crises de fonctionnement qu'a connu notre pays, le Mali. Bien, avec ces crises de fonctionnement, ces crises multidimensionnelles, nous espérons, nous les Maliens, qu'avec cette révision, qu'il doit y avoir probablement des innovations. Et dans cette logique, quelles sont les innovations qui ont été faites lors de l'élaboration de ce projet de la nouvelle constitution? Merci beaucoup. Je dois d'abord préciser que la rédaction d'une nouvelle constitution, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une révision constitutionnelle. Il s'agit d'élaboration d'une nouvelle constitution. Et cette élaboration émane d'abord de la volonté du peuple. Vous vous rappelez sûrement en 2017, lors du dialogue national inclusif, il avait été recommandé soit de réviser la constitution, soit d'avoir une nouvelle constitution. Et ensuite, lors des assises nationales de la refondation de 2021, récemment, parmi les 517 recommandations, il y a eu une forte recommandation en faveur soit de la révision de la constitution ou de l'écriture d'une nouvelle constitution. Donc, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a opté pour l'écriture d'une nouvelle constitution. Et moi, je comprends pourquoi. Parce que quand on allait parler de révision de la constitution, il y avait toujours l'entravant article 118 qui dit que 118, de la constitution de 1992 qui dit que lorsque le pays est occupé ou hors du contrôle de l'État, lorsqu'une partie du territoire est occupée ou hors du contrôle de l'État, aucune révision constitutionnelle n'est possible. Donc, c'était un handicap à une révision de la Constitution. Mais maintenant, sachant ce problème, pour quelles raisons on continue toujours avec la même dynamique? On continue avec on insiste
on persiste à toucher à la constitution de 1998 parce que cette constitution est presque devenue caduque. Je dis presque, il y a de bonnes choses dedans, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont plus d'actualité, qui ne suivent plus l'évolution du monde actuel en 2022-2023, qui ne suivent plus l'évolution du Mali et de la population malienne. Donc, il faut apporter des changements. C'est pourquoi Ses Excellences, feu le président Amadou Toumani Touré et Ibrahim Boubacar Keïta ont tenté de faire la révision. Même l'ancien président, notre père Alpha Omar Konaré, avait tenté de faire la révision. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que non seulement ça n'a pas marché pour feu Amadou Toumani Touré et Ibrahim Boubacar Keïta parce que l'article 118 était une opposition ferme à toute révision, mais en article 118. Ah, article 118. Oui, c'est l'article qui refuse toute révision constitutionnelle lorsque le pays, une partie du territoire est occupée ou en, voilà, ou en crise, au fait. Donc, les présidents ont essayé, ils n'ont pas pu le faire. Donc, à cause de l'article 118. Sous Alpha Omar Konaré, est-ce qu'il y avait ces problèmes de rébellion? Non, il n'y avait pas ces problèmes de rébellion, mais le problème sous le président Alpha Omar Konaré, c'est que le projet adopté à l'Assemblée était différent du projet qui est sorti de la Cour constitutionnelle. Donc, ça a créé une crise, en tout cas politique, qui n'a pas permis au président d'avancer sur le processus de révision. Mais ce que je voudrais seulement vous dire, c'est que le fait que ces trois présidents aient essayé de réviser la Constitution, ça veut dire que depuis ce moment, il y avait la nécessité absolue de faire la révision. Et tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, il faut soit réviser la Constitution ou il faut soit aller vers une nouvelle Constitution. Comme je l'ai dit, le président de la transition a opté pour l'écriture d'une nouvelle constitution. Maintenant, vous avez parlé des innovations. Je vais vous dire, la première innovation qui est à saluer, c'est que cette constitution est une constitution made in Mali. C'est une constitution qui a été élaborée de bout en bout par les Maliens. Je dis bien les Maliens. Et c'est une constitution qui a été élaboré sur le budget d'État. Aucun appui financier extérieur n'a contribué à l'élaboration de cette constitution. Donc ça, c'est des avancées notables que les Maliens doivent retenir et que les Maliens doivent saluer fortement. Je salue l'approche de la révision constitutionnelle parce que ça a été une approche consensuelle, inclusive. Le président de la transition, lorsqu'il a décidé d'aller vers l'écriture d'une nouvelle constitution, a bien voulu mettre en place une commission de 25 experts, tous maliens, hommes, femmes, jeunes, venant du milieu politique, du milieu universitaire, du milieu culturel, du milieu social, des gens qui sont imbibés de nos us et coutumes, qui sont venus dans la commission, qui ont travaillé, 25 personnes. Ensuite, lorsqu'ils ont produit un premier rapport et qu'ils ont présenté le rapport de leur travail, le président les a demandé de vulgariser. Donc, ils sont partis à la rencontre des Maliens, aussi bien à l'intérieur et à l'extérieur, pour échanger. Il y a eu effectivement des gens qui ont trouvé que le texte doit être amélioré et le président de la transition a décidé de mettre une deuxième commission qu'on appelle commission de finalisation qui était composée de 72 membres. Donc, tous ceux-là qui avaient des appréhensions, des préoccupations, qui l'ont exprimé, ont été invités à participer à cette deuxième commission, qu'on appelle commission de finalisation. Et cette commission de finalisation a remis au président de la transition son rapport et les conclusions de ses travaux, et le président a validé, bien entendu, ce projet de constitution que vous avez ici, sous la main, le 15 mars 2023. Et ce projet de constitution comprend 14 titres, 17 chapitres et 191 articles. Donc, voilà la constitution qui a été écrite
de bout en bout par les Maliens et qui prennent en compte les préoccupations, les aspirations, la vision du peuple malien. Par rapport aux innovations de cette constitution, j'ai salué l'innovation majeure qui a consisté à avoir une constitution Made in Mali faite par et pour les Maliens. J'ai salué aussi la démarche inclusive, participative, patriotique des Maliens qui ont contribué à l'écriture de cette constitution. Je les salue chacun individuellement et chacune individuellement. Pour les modifications majeures, il faut d'abord retenir que le préambule de la Constitution clarifie de façon claire que le peuple souverain du Mali défend fermement sa souveraineté, l'unité nationale et l'intégrité du territoire. Cela est très important. C'est un signal fort. À savoir que le préambule prend en compte cela. Le préambule prend en compte aussi le respect de tous les droits pour le peuple malien. Le préambule prend en compte l'approche républicaine pour dire que le Mali est un pays souverain, une république laïque, démocratique. Cela aussi est extrêmement important à le savoir. Pour les innovations de fond, je vais en prendre quelques-unes. Il y en a beaucoup d'innovations, mais d'abord le président de la République. Le président de la République dans la Constitution et l'article 73 le dit que le président de la République peut être destitué pour haute trahison. Et en même temps, le président de la République est justiciable devant les juridictions de droit commun. Ça veut dire que même si vous êtes président de la République et que vous arrivez à poser des actes qui peuvent être assimilés ou confrontés comme une trahison pour le peuple, non seulement vous pouvez être destitué, mais vous pouvez aussi être jugé comme tout citoyen malien. Mais qui peut destituer le président de la République en tant que chef d'État? C'est le Congrès qui peut le destituer. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un Parlement à deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est ça qui va constituer le Parlement. Et lorsque le président de la République est reconnu de haute trahison et que cela est établi, donc le Parlement se réunit en congrès. C'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat se réunissent ensemble et lorsqu'ils vont voter, leur vote peut permettre de destituer le président de la République. Cela aussi est très important. Par vote? Oui, par vote. Et aussi l'autre aspect important, c'est qu'on dit que le président de la République déterminera désormais la politique de la nation. Et chaque année, le président de la République est obligé d'aller devant le Congrès pour faire non seulement son bilan et déterminer la politique de la nation. Ça veut dire que cela va imposer au président de la République un devoir de redevabilité. Le président de la République détermine la politique de la nation, le gouvernement, à travers le Premier ministre, conduit la politique de la nation. Autrefois, c'était le Premier ministre qui déterminait la politique de la nation, alors que le Premier ministre n'est pas élu. C'est le président de la République qui est élu, c'est le président de la République qui s'engage devant, disons, le peuple malien pour dire quand vous allez m'accorder votre confiance, je vais réaliser telle chose. Donc, il est important que le président de la République puisse déterminer la politique de la nation et qu'il en soit responsable devant le peuple et devant le Congrès. Pourquoi cette particularité de laisser ça au président de la République? Oui, je viens de l'expliquer parce que c'est le président de la République qui est élu. C'est le peuple élu le président de la République. Le président de la République nomme un Premier ministre. Bon, je me disais, bon, le Premier ministre a comme mission d'étaler la vision du président de la République en question. Oui. Et là, c'est le Premier ministre qui doit normalement défendre ses dossiers. Bon, je me dis, est-ce qu'il est très intéressant, assez intéressant de faire venir le président à l'Assemblée pour, voilà,
déterminer les actions qu'il faut pour les années à suivre. Non, c'est-à-dire le président de la République ne conduit pas la politique. C'est-à-dire les actions, le plan d'action, c'est le gouvernement à travers le Premier ministre. Dans la Constitution de 92, il est dit que c'est le Premier ministre qui détermine la politique de la nation. La politique de la nation, ça veut dire c'est la vision globale qu'incarne un mandat. Et cette vision globale doit être déterminée par qui? Est-ce que ça doit être déterminé par celui qui est élu ou celui qui est nommé? Oui, celui qui est élu. Celui qui est élu, c'est le président de la République. Donc, c'est le président de la République qui doit déterminer la politique de la nation. Je veux qu'on aille vers ça. Je veux qu'on aille vers ça. Je veux qu'on aille vers ça. Mais si je comprends bien, donc les autres présidents qui sont précédemment passés n'étaient pas à mesure de définir... Non, quand il nommait un premier ministre, il faisait une lettre de cadrage. Bon, je me dis, comment on arrive au pouvoir sans pour autant dire j'ai l'intention de faire ceci, j'ai l'intention de faire cela. C'est ça, le président de la République, tout candidat a un programme politique qu'il présente au peuple. Donc, une fois élu, dans ce programme politique, par rapport à la vision que le président de la République veut incarner à l'État, il revient maintenant en ce moment au président de la République de pouvoir déterminer la politique de la nation. Et c'est lui qui est responsable devant la nation. Donc, c'est une innovation majeure qui met le président de la République dans son rôle de président de la République. Est-ce que vous savez que dans la Constitution de 92, le président de la République ne peut pas faire démissionner le Premier ministre s'il n'est pas d'accord? Comment? Ah oui, parce que dans la Constitution de 92, pour que le Premier ministre quitte ses fonctions, il doit démissionner. S'il ne démissionne pas, le président n'a aucun pouvoir de le faire démissionner. Alors que pour qu'un Premier ministre parte, il faut qu'il démissionne. Donc, cette fois-ci, c'est pourquoi l'autre innovation, on dit que le président de la République met fin à la fonction du Premier ministre. Ça, c'est l'article 57 qui le dit. Donc, cela est très clair, c'est une évolution majeure. Le président de la République est élu, c'est le peuple qui élit le président de la République. Le président de la République est responsable devant le peuple, il nomme un Premier ministre et il met fin à son mandat quand il le juge nécessaire. Donc, c'est une innovation majeure qui nous permet de quitter... ne donne pas assez de force au président de la République de faire le changement quand il veut... Oui, c'est pourquoi je vous dis, quand le président de la République est élu, il est élu par le peuple pour un objectif ou des objectifs clairs à réaliser, pour des actions claires à réaliser, pour répondre aux aspirations et aux besoins du peuple. Donc, c'est le président de la République qui est responsable. Il est clair qu'il doit être dans la plénitude de ses pouvoirs et de ses fonctions pour faire cela. Cela ne veut pas dire que ça lui donne plein pouvoir. Moi, je vous dis quelque chose. Moi, j'ai la ferme conviction que ce n'est pas le poste qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le poste. Vous pouvez avoir un président de la République sans pouvoir, mais un mauvais président de la République, il va s'adjuger tous les pouvoirs pour mal agir. Vous pouvez avoir un président de la République humble, travailleur, honnête, qui a tous les pouvoirs, mais il va utiliser ces pouvoirs-là pour le bien-être de sa population, pour le bien-être de son peuple. Donc, en un mot, au fait, dire que le président de la République a trop de pouvoir, c'est de penser que c'est le pouvoir qui fait le président de la République. Ce n'est pas le pouvoir qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le pouvoir. Donc, cela est très important à le savoir. Et l'autre innovation que je peux citer dedans... Maintenant, avant d'arriver à ce point, est-ce que si le président de la République détermine la politique de la nation, le président de la République doit s'arrêter devant le Parlement. Le Congrès. Le Congrès. Voilà, le Parlement, il s'agit de Sénat et puis l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, on va, avec la nouvelle constitution, on va avec un Parlement avec deux chambres. La première chambre, c'est l'Assemblée nationale, dont l'élection se fait comme d'habitude. Et la deuxième chambre, c'est le Sénat. Une partie est élue, une partie est nommée. Le Sénat, pourquoi? Ça fait partie de l'une des recommandations de l'accord
de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, l'accord d'Alger, qui a demandé à ce qu'il y ait un Sénat pour permettre à ce que les collectivités soient fortement représentées au plus haut niveau du Parlement. Et ça permet aussi de prendre en compte les légitimités traditionnelles, c'est-à-dire nos chefs de quartier, nos imams, nos prêtres, les hommes de culture, les universitaires, donc peuvent être nommés directement, les handicapés, les jeunes, les femmes, donc qui peuvent être nommés directement au Sénat par le président de la République, par le Premier ministre et par le président du Sénat. Donc, il y a d'autres mécanismes de nomination qui font qu'on aura un Sénat, une partie nommée, une partie élue par les collectivités. Donc, c'est ça, c'est l'Assemblée en ce moment et le Sénat qu'on appelle le Parlement. Et quand l'Assemblée et le Sénat se mettent ensemble pour tenir une réunion, c'est ça qu'on appelle le Congrès. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est la plus haute instance de décision. Donc, si l'Assemblée et le Sénat se mettent ensemble, ils sont maintenant en Congrès. C'est en Congrès que le président de la République vient déterminer, vient se prononcer sur l'état de la nation. C'est chaque année, n'est-ce pas? Chaque année. Jamana Bechogodi. Il peut faire qu'à sans ton aller là. Donc, c'est une façon de demander, de mettre, c'est-à-dire d'imposer au président de la République, à court de mandat, de rendre compte. On n'attendra pas la fin 5 ans, la fin de son mandat pour rendre compte. Mais le président de la République rend compte annuellement aux citoyens du travail, du bilan de son mandat, de ses engagements. Donc ça, c'est une avancée. Et ça permet de corriger ce qui ne marche pas dans le pays. Vous comprenez? Oui, je comprends. Quand un ministre ne travaille pas, quand un chef d'institution se livre à la corruption, les députés à l'Assemblée nationale ou les sénateurs peuvent en parler directement au président de la République en congrès. Parce qu'ils auront droit à la parole. Le président est devant, ils prennent la parole. Donc le congrès, c'est une fois par an? Oui. C'est-à-dire ce n'est pas une fois par an. Dès que c'est nécessaire de réunir les 200 pour une décision, le congrès s'est réuni. Mais sûrement de façon ordinaire, voilà, parce que ça demande aussi... voilà. Vous comprenez? Je comprends. Voilà. Donc ça, c'est une innovation quand même majeure. L'autre innovation, c'est le vote et la représentation des Maliens de l'extérieur à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, cela aussi est déterminé respectivement par les articles 96 et 97 du projet de la nouvelle constitution portée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, les Maliens de l'extérieur auront des représentants élus à l'Assemblée nationale et des représentants élus ou nommés au Sénat. Cela est une avancée majeure parce que la contribution des Maliens de l'extérieur dépasse l'appui extérieur au Mali. Les Maliens de l'extérieur, les familles que les Maliens de l'extérieur prennent en charge ici au Mali, c'est énorme. Ils jouent un rôle important dans la stabilité du pays. Donc leur rôle doit être reconnu et salué. Et cette nouvelle constitution met en avant leur contribution et donne une place prépondérante pour leur participation au développement national. Donc cela aussi est extrêmement important à souligner. Dans la constitution aussi, à l'article 179, nous avons les autorités et les légitimités traditionnelles qui sont valorisées. Le président de la transition a déjà commencé à le faire parce qu'il a reconnu et valorisé nos chefs de quartier, nos chefs de village, qui ont un rôle social et économique très important dans nos différents quartiers. Il les a remis les drapeaux, ils ont été décorés. Donc cela
le président de la transition a souhaité que la Constitution puisse prendre ça en compte pour que ça soit pérennisé, reconnu. Une loi va déterminer les conditions, les modalités, le fonctionnement de tous ces mécanismes-là. Donc ça, c'est une avancée majeure parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, il faut reconnaître le rôle social des chefs de quartier, des imams, des prêtres, etc. Ils ont un rôle extrêmement important. Et là, l'État doit les mettre dans les conditions idoines pour cela. En cela, il faut saluer le professeur Abdoulaye Sall, le président des CRI 2002, qui, lorsqu'il était ministre, a porté un tel dossier pour qu'on puisse reconnaître aux chefs de quartier, aux chefs de village, leur travail très, très important. Ensuite, l'autre innovation que je peux citer est que l'article 106 évoque, ça aussi c'est très important. C'est la fin, l'article 106, c'est la fin du nomadisme politique. Aujourd'hui, nous avons vu que la politique est dégradée. Le politicien n'est plus considéré, alors que la politique, c'est la meilleure des choses dans le monde. Parce que c'est à travers la politique qu'on construit un pays, un continent. C'est à travers la politique qu'on réalise les choses les plus merveilleuses. Mais aujourd'hui, cette politique est vomie au Mali par la pratique politique. L'une de ces mauvaises pratiques politiques, c'est le nomadisme politique. Quelqu'un va vous voir, je suis socialiste, je vais défendre la vision socialiste. Vous votez pour la personne. Après avoir été élu, la personne vient à l'Assemblée nationale ou au Sénat, la personne va avec les libéraux. Il change de veste. Ça a été le cas, je pense, en 2019 avec le parti politique de Soumaïla Boubèye Maïga. Non. Où il y a eu plus de 20 oui, on a acheté des députés. Oui. Qui ont transité. Mais moi, je me posais la question comment... Ce n'est pas seulement avec ces cas. De tout temps au Mali, ça a été le cas. Les gens quittent les partis comme ils changent de chemise. Il faut une conviction. Je vous assure, quand vous alliez dans un parti, ça veut dire que vous épousez la vision du parti. Donc, vous investissez dans le parti, vous avez la confiance des militants de ce parti et du peuple, et une fois élu, vous vous détournez de cette confiance. Donc, c'est pour restaurer et pérenniser la confiance des électeurs. Donc, encore une fois de plus, cette constitution met le citoyen malien, le respect du citoyen malien au cœur de cette nouvelle constitution. Donc, ça, c'est très important à le dire. Et on a dit aux articles 24 et aux articles 63, la mobilisation générale des citoyens en cas de besoin. C'est-à-dire, ça veut dire que la défense de la patrie est un devoir citoyen pour tout un chacun. Et l'État peut mobiliser toute personne âgée d'au moins de 18 ans aux côtés des forces armées et de sécurité quand cela est nécessaire pour défendre la patrie. Cela est clairement exprimé aux articles 24 ou aux articles 62. Aux articles 31, l'article 31 évoque les langues nationales qui sont désormais des langues officielles. Certes, le français demeure... L'article 31. Donc, évoque le fait que les langues nationales sont des langues officielles. Vous vous rappelez que lorsque la première monture de la Constitution, du projet de Constitution est sortie, il y a eu quand même des gens qui ont exprimé le souhait de voir que les langues nationales soient des langues officielles. Et que, mais le français que nous parlons, que nous pratiquons depuis des années, doit rester pour le moment la langue de travail. Mais toute autre langue nationale peut être déterminée plus tard comme langue de travail à travers une loi. Cela aussi est inscrit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez par exemple le co est très avancé dans notre pays. Les gens en parlent, les gens écrivent, hein, les gens arrivent à faire des étiquettes même en co pour expliquer des choses. Donc tout ça
c'est des éléments qui permettent quand même à ce que nous puissions davantage valoriser les langues. Donc, lorsque ce travail-là va être beaucoup plus approfondi, que le peuple va s'en approprier, au besoin, on peut prendre une loi pour en faire la langue de travail. Donc, ça aussi, c'est possible. Donc, cette constitution par rapport aux langues ouvre énormément de possibilités pour que ceux qui le souhaitent puissent travailler sur nos langues nationales. Donc, vous rappelez aussi que l'article 32 parle de la laïcité. Oui. Ça a été un débat. Oui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans la Constitution, la laïcité est définie comme une pratique qui ne s'oppose pas aux religions et aux croyances. La laïcité, c'est pour permettre qu'on continue avec notre vivre ensemble d'attente, c'est pour renforcer la cohésion sociale. Le Mali de tout temps a été un pays laïque sans problème. Les chrétiens, les musulmans et ceux qui ont d'autres croyances cohabitent, collaborent, travaillent ensemble sans problème et nous espérons que cela doit continuer. Maintenant, parlant de cette laïcité, le Mali a toujours été un pays laïque, mais pourquoi cette tension ces dernières années sur ce problème de laïcité? Pour quelles raisons? Quels sont les phénomènes qui sont à la base de cette tension entre les acteurs religieux par rapport à la suppression de la laïcité? Bon, moi, je ne pourrais pas l'expliquer. Peut-être faudra-t-il poser la question à ceux qui le disent, mais ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, notre pays a intérêt à rester dans la laïcité définie dans la nouvelle constitution. Un mot n'a de sens que la définition qu'on le donne. Oui. Qu'on lui donne. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Donc, cette laïcité a été définie pour dire que la laïcité ne s'oppose pas à une religion ou aux croyances. Ça, c'est très clair. Et la laïcité, ça permet de respecter chaque religion, chaque pratique dans le respect de la loi. La laïcité est encadrée. Les croyances sont encadrées. Les religions sont encadrées par la loi. Donc, je pense que on ne peut plus clair dans cette approche-là. Donc, ceux qui trouvent autre chose, qu'ils proposent autre chose de meilleur. Si c'est meilleur, le peuple va opter pour ça. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Tout à fait. Pour le moment, on a expliqué clairement la laïcité et je pense qu'on doit s'en tenir à cela. Et si cela ne met pas en cause la cohésion sociale, ça ne met pas en mal une religion, je pense qu'on n'a pas de raison de s'opposer. Donc, je vais continuer rapidement aussi avec les autres innovations qui sont dans la Constitution. C'est qu'il y a tout un chapitre qui est consacré à l'armée. C'est l'armée nationale. C'est une innovation majeure. Vous savez que notre pays est confronté à une crise multidimensionnelle. Tout à fait. Et qu'aujourd'hui, notre armée était en faillite. Ouais. Détruite, humiliée, abandonnée. Aujourd'hui, avec ces colonels patriotes qui sont aux commandes de notre pays, ils ont réussi à redonner confiance aux Maliens, à redonner confiance à l'armée. Cela ne m'étonne pas, parce que parmi chacun de ces 5 colonels ont été sur le théâtre des opérations, ont été sur le terrain, sont des acteurs clés de la lutte contre le terrorisme. C'est des patriotes qui ont lutté pour le Mali. Donc, aujourd'hui, ils viennent de prouver que nous pouvons par nous-mêmes. Qui aurait cru que le Mali pouvait avoir une armée debout, une armée qui pouvait faire peur, une armée qui pouvait traquer les terroristes dans leur derrière retranchement? Qui aurait cru que l'armée malienne pouvait être autant équipée, que les familles des victimes pouvaient être autant secourues, autant soutenues, que nos morts pouvaient être autant honorés et que les blessés pouvaient être dignement pris en charge?
qui aurait cru? Nous disons bravo à l'armée malienne. Bravo. Bravo au président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Grand bravo au ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, et à toute la hiérarchie militaire pour ce travail exceptionnel. Ils sont en train de construire des camps militaires un peu partout. Ils sont en train de construire des logements pour les militaires. Ils sont en train de construire un hôpital de 3e génération pour l'armée. Nous avons voté récemment la loi au CNT. Donc, qui aurait cru que toutes ces actions, en si peu de temps, pouvaient être posées par nos officiers supérieurs? Nous disons bravo aujourd'hui. L'armée malienne est une armée professionnelle. Et j'en profite pour condamner fortement, avec détermination, le rapport calomnieux, le faux rapport de l'ONU sur le Mali, notamment sur les événements à Moura. Nous disons que nous avons une armée professionnelle. Nous avons une armée qui ne peut pas tourner le fusil contre son peuple. L'armée malienne est là pour protéger son peuple. Donc aujourd'hui, nous saluons cette bravoure. Et nous saluons le fait que la Constitution puisse prendre en compte l'armée dans le Mali actuel, le Mali en crise. Nous sommes presque la seule armée au monde qui fait face à cette lutte asymétrique, qui fait face à ces terroristes, qui équipe ces hommes, qui les forme, qui les recrute. Nous sommes presque la seule armée qui font tout ça. Et nous disons bravo aujourd'hui. Aujourd'hui, sûrement, les autorités de la transition ne peuvent pas assurer zéro attaque. Ne peuvent pas dire au peuple qu'il n'y aura pas d'attaque. Mais ce que les autorités peuvent dire au peuple, il y aura une réduction. Il y aura une riposte sanglante à la hauteur de l'attaque des paisibles citoyens. À chaque fois qu'une population est attaquée, mais ça se passe ainsi. À chaque fois qu'on attaque, l'armée riposte et neutralise les terroristes. Et mieux, l'armée va chercher les terroristes dans leur derrière retranchement pour les neutraliser. Donc nous avons une armée qui a pris une position offensive et défensive, qui n'est plus là à s'arrêter et qu'on vienne l'attaquer. L'armée cherche les terroristes, l'armée neutralise les terroristes. Je dis bravo à notre renseignement. Notre renseignement aujourd'hui est contrôlé par le Mali, par un officier supérieur aussi valeureux, qui fait très bien son travail, qui est arrivé à déjouer des coups, qui est arrivé à déjouer des attaques. Je fais référence aux militaires ivoiriens arrêtés. Si ce n'était pas la vigilance de notre sécurité d'État, on n'aurait pas ce résultat. Donc nous disons bravo. Donc désormais, grâce à la sécurité d'État, personne ne rentre au Mali comme il veut et en sort comme il le veut. Cela aussi est salutaire. Donc je dis bravo le fait que l'armée a été prévue dans la Constitution au chapitre 3 comme une armée républicaine est soumise à l'autorité politique. Cela est très important. L'armée malienne, elle est républicaine et elle est soumise à l'autorité politique. Donc, nous saluons aussi cet état de fait-là. Nous voudrons aussi, par rapport à la justice, il faut remarquer qu'aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature, qui est le tribunal des magistrats, est ouvert à 50% pour les magistrats et à 50% pour les non-magistrats. Pour la première fois, des non-magistrats vont siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Ça aussi, c'est pour respecter la justice sociale, pour dire que nul n'est au-dessus de la loi. Vous comprenez? Et mieux encore, chaque citoyen peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Ça, ce n'était pas possible. Vous êtes en conflit avec un magistrat,
il doit être jugé au Conseil supérieur de la magistrature. Vous pouvez saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Et vous pouvez saisir aussi la Cour constitutionnelle. Et vous pouvez vous opposer à une loi déjà adoptée. Quand une loi était adoptée, on dit c'est adopté, c'est fini. Mais le citoyen peut s'opposer avec des arguments. Donc, c'est des avancées extrêmement importantes. L'autre avancée que nous saluons, c'est aux articles 103 et 104. À l'article 103 et 104, on dit que l'immunité des députés et des sénateurs est considérablement diminuée et se limite à l'exercice de la fonction de député ou de sénateur. Ça veut dire quoi? Nous avons des députés, quand ils sont députés, ils pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Oui, oui, oui. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans le pays. Ils peuvent même se permettre de gifler des citoyens. Ils peuvent insulter des citoyens. Ils peuvent voler des citoyens. Ils peuvent faire des détournements. Eh bien, sans problème. Eh bien, avec la nouvelle constitution, ça, c'est fini. Quand vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes sénateur, votre immunité, c'est uniquement dans le cadre de l'exercice de votre mission. Vous êtes député, vous votez des lois. Vous n'êtes pas d'accord, on ne peut pas vous poursuivre. Vous êtes sénateur, la même chose. Vous êtes député, vous êtes au pupitre, vous vous exprimez dans le cadre d'un dossier spécifique, on ne peut pas vous inquiéter. Donc, c'est là aussi, c'est vraiment des avancées importantes. Le mariage aussi, à l'article 9, est défini comme l'union entre un homme et une femme. Oui. Ça aussi, c'est très, très important avec l'évolution du monde actuel et vous comprendrez le reste. Oui. À l'article 164, au Haut Conseil économique et social et culturel, on a ajouté l'environnement, qui est aujourd'hui une préoccupation et qui a aussi un enjeu, non seulement social, mais économique. Donc, cela aussi est pris en compte au niveau de l'article... Au niveau de l'article 164. 164, oui. Voilà. Et puis, quand vous prenez l'article 166, évoque la Cour des comptes. Vous savez, avant, nous avons la section des comptes. Vous savez, la Cour des comptes, c'est la juridiction supérieure des finances publiques et l'institution supérieure des contrôles des finances publiques. Donc, c'est une institution extrêmement importante. Depuis des années, tous les pays de la CEDEAO avaient une Cour des comptes. Le Mali n'avait qu'une section des comptes. Donc, aujourd'hui, nous allons être au même niveau avec l'adoption de cette nouvelle constitution, au même niveau que ces pays, et ça va permettre de garantir la gestion transparente, la gestion saine, la répartition équitable des ressources entre les différentes institutions ou pour les besoins de développement de notre pays. Donc, le rôle de la Cour des comptes est extrêmement important dans la gouvernance d'un pays. C'est l'élément central. Aujourd'hui, le Mali va se doter d'une Cour des comptes. Et ça, c'est une avancée majeure pour le développement de notre pays. Auparavant, la section des comptes ne s'intéressait pas à la gestion équitable des ressources et au suivi des différentes dépenses au niveau de l'État. Oui, ça peut, mais c'est une section. Une section n'a pas le même poids qu'une cour. C'est comme si on dit, est-ce que une section dans une direction a le même poids qu'une direction générale? Ah, voilà, c'est un peu ça. C'est un niveau élevé, la Cour des comptes. Donc, ça va mettre la barre très haute par rapport à la question de la lutte contre la corruption, à la transparence, à la gestion équitable, à la gestion juste de nos ressources. Donc, cela est extrêmement important. Donc, l'autre aspect aussi important que je peux citer, c'est à l'article 46. Ça, c'est fait par nomination, non? Quoi? Les responsables sont nommés, non? La Cour des... Au niveau de la Cour oui. Il y a une loi qui va désigner les modalités de désignation des membres de la Cour des comptes. Donc, à l'article
46, Mhm. le président de la République doit être malien d'origine et détaché de toute autre nationalité. Mhm. Ça, c'est très important. Quand vous allez déposer votre candidature, vous devez vous assurer que vous êtes vraiment malien 100%. Mhm. Parce qu'on va élire un président de la République avec double nationalité. Il va trahir le pays ou bien il va détourner les ressources. Nos juridictions veulent le poursuivre. Il profite, il s'échappe, il va dans son deuxième pays. Tout à Et fait. là, il est protégé. Donc, c'est pour éviter tout ça que le président doit C'était être... pas d'ailleurs le cas même de Blaise. Voilà, Blaise qui est bon. en Côte d'Ivoire actuellement. Exactement. Il est protégé par la Côte d'Ivoire. Le Burkina ne peut pas le prendre parce qu'il a réussi à partir. C'est exactement ça. Donc, à l'article, je pense aussi, l'un des aspects qu'on doit évoquer, c'est le chapitre qui est consacré sur la souveraineté, et spécifiquement à l'article 34. Mhm. Les trois principes édictés par le président de la transition, Mhm. son Excellence le colonel Assimi Goïta, à savoir le respect de la souveraineté nationale, Mhm. le respect des choix stratégiques du pays Mhm. et la prise en compte des préoccupations des Maliens par rapport à toutes les décisions prises Mhm. au nom du peuple. Donc, cela aussi est extrêmement important. Je pense que ça, c'est un peu l'épine dorsale de toute cette constitution. Toute cette constitution-là est basée sur ces trois principes essentiels. Aujourd'hui, le Mali a une vision claire Mhm. de là où il veut aller. Le Mali a des principes à faire respecter. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une diplomatie du peuple. Et j'en profite pour saluer l'excellent diplomate, son Excellence Ablaye Diop, qui fait la fierté du Mali et la fierté de l'Afrique au regard de sa posture diplomatique, de son message très clair qui prend en compte les préoccupations du peuple malien, sous le leadership, bien entendu, du président de la transition. Donc aujourd'hui, tous les Maliens doivent travailler à faire respecter et à faire promouvoir ces trois principes édictés par le président de la transition, conformément à la vision du peuple malien. Parce que c'est la vision du peuple qui a été incarnée. L'autre aspect aussi très important, c'est que la société civile, les organisations de la société civile sont reconnues dans la nouvelle constitution. Et leur rôle est bien déterminé comme des acteurs clés de changement, mais qui doivent jouer un rôle de veille et d'éveil. Cela est mis dans la Constitution et une loi aussi va déterminer le rôle, la participation de la société civile. Cela n'existait pas dans la Constitution de 1992. Donc, la question aussi des ressources naturelles, cela aussi, un accent particulier est mis sur la gestion des ressources naturelles, des richesses du pays. Les richesses du pays appartiennent au Mali. Et ces richesses doivent être utilisées. Ces ressources doivent être utilisées pour répondre aux besoins des Maliens. Sans détournement. Dans la transparence. Dans la rigueur. Et cela aussi est bien mentionné à l'article 42 de la Constitution. Donc, en un mot, je ne peux pas parler de toutes les innovations, mais je puis vous assurer que la Constitution, le projet de Constitution proposé par son Excellence le Président de la Transition est un projet futuriste pour le Mali. C'est un projet qui va innover notre démocratie, qui va donner du sang neuf à notre démocratie, qui va faire en sorte que nous puissions avoir un nouveau modèle de Malien, un Malien patriote, un Malien généreux, un Malien travailleur. Parce que dans la Constitution, tout part du Malien et tout revient au Malien. C'est le Malien qui est mis au centre de cette Constitution. C'est pourquoi le président de la transition a souhaité que les Maliens puissent s'approprier leur nouvelle Constitution. Cela est très important. Chaque Malien doit se donner 5 minutes par jour, 5 à 10 minutes pour lire cette Constitution.
Ce n'est que 191 articles. Il ne faut pas lire une ou deux fois pour dire que j'ai lu, j'ai compris. Il faut lire plusieurs fois pour comprendre. Parce que c'est avec ça qu'on peut contribuer efficacement au développement du pays. Ça vous donne des droits. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord. Si vous devez agir, vous pouvez agir contre des décisions iniques et injustes que certaines autorités vont prendre. C'est un citoyen éclairé qui peut contribuer efficacement au développement du pays. Tout à fait. Il faut que nous soyons politiquement informés, techniquement formés pour servir notre pays. Et l'une des bases de notre information politique et de notre formation technique, c'est la maîtrise de notre constitution. Il faut qu'on parvienne à maîtriser notre constitution. Ça facilite notre implication, ça facilite notre participation au développement du pays. Donc cette constitution met le Malien au centre du développement du Mali. Donc cela est important et je puis vous assurer que cette constitution prend en compte beaucoup plus les préoccupations et les aspirations du peuple malien que la constitution de 1992. Je le dis, je le signe et je persiste. Ok. Donc, j'espère que vous avez fait une bonne prise par rapport à ces innovations qui ont été apportées par les experts qui ont travaillé sur la rédaction de ce projet de la nouvelle constitution. Je vous demande de faire le maximum de partage possible. Vous voyez, c'est un invité de marque exceptionnel. Il est voilà, dans sa chose, il maîtrise le projet en question. Et je vous demande de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens soient imprégnés de ce projet de la nouvelle constitution qui vient d'être expliqué par l'honorable Alioune Gueye du CNT. Et je vous rappelle qu'il est le 4e secrétaire parlementaire au niveau du CNT en question. Je vous demande de faire le maximum de partage possible. Laissez des commentaires, likez, proposer cette vidéo à d'autres Maliens pour qu'ils puissent vraiment s'imprégner du contenu réel de ce projet de la nouvelle constitution. Alors, honorable, nous avons vu qu'il y a eu tellement d'améliorations, il y a eu tellement d'innovations. Si c'est un travail humain, il y aura toujours des limites. Exactement. Et dans le temps, quelles sont les limites qui peuvent survenir en question par rapport à ce projet de constitution une fois adopté? Voilà, moi je voudrais à ce niveau préciser que c'est un travail humain. En disant tout ça, en commentant tout ça, je n'ai pas la prétention de dire que la constitution est parfaite. Non. Il se peut bien qu'il y ait des choses à revoir. Ça, c'est possible. Compte tenu de l'évolution. Compte tenu de l'évolution, il se peut qu'il y ait quelques insuffisances dans la Constitution. Mais une Constitution ne vaut que lorsqu'elle est mise en œuvre. Tout à fait. Donc, c'est dans la pratique qu'on peut se rendre compte effectivement de ses limites, des insuffisances. Et je pense qu'il est prévu dans la Constitution elle-même la révision de la Constitution. Donc, si cela est prévu, ça voudrait dire que on est ouvert à ce qu'on est prédisposé à ce qu'au cas où il y aura des difficultés de mise en œuvre de certains aspects, au regard de l'évolution du pays, au regard de la situation du pays, soit le Parlement ou un référendum peut aussi permettre de passer à la révision. Donc cela aussi est très bien possible, cela est prévu. Mais je dis dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, c'est la meilleure constitution qu'on pouvait avoir et qu'on a aujourd'hui. Parce que s'il faut comparer ce projet de constitution, on ne peut que le comparer à la constitution de 92. Et je répète, cette constitution est une amélioration de qualité de la constitution
de 1992, qui est aussi une constitution basée sur l'aspiration du peuple malien en son temps. C'est le peuple, suite à la lutte héroïque qui a renversé le régime dictatorial, inspiré par le peuple malien, par une envie réelle de développement, d'épanouissement, de promotion individuelle et collective, qui est à l'origine de la Constitution de 92. Et on le rappelle, c'est une Constitution qui a été écrite par le sang des Maliens. Personne aujourd'hui, en allant vers une Constitution, ne veut oublier cela ou ne veut renoncer à cela. D'ailleurs, le projet de Constitution dans son préambule tient compte, en tout cas, de cet aspect, en tout cas très très important, de l'évolution de cette situation. Donc, la Constitution, le projet de Constitution est fidèle à l'esprit des martyrs de 1991-92. Donc, cela doit être clarifié. Ce n'est pas une opposition ferme à la Constitution de 92, mais c'est une évolution de la Constitution de 92 pour l'adapter aux réalités d'ici, aux réalités de maintenant. Parce que le Mali de 2013 est très différent du Mali de 1992. D'accord. Donc, il faut tenir compte obligatoirement de l'évolution, de cette évolution importante, non seulement dans la gouvernance, mais aussi dans la croissance de la population. Merci. Une dernière question. Quelle lecture faites-vous aux acteurs politiques qui s'opposent à cette révision, à cette nouvelle constitution? Bon, je pense que les acteurs politiques ou les acteurs sociaux qui ne sont pas d'accord avec la révision, aucun de ces acteurs ne met en cause la pertinence du changement de la Constitution. Aucun de ces acteurs. Mais ils exposent des préalables tels que le président de la transition n'est pas légitime à changer la Constitution. Et je pense aussi que cet argument ne tient pas parce qu'aujourd'hui, le président de la transition tire sa légitimité ou la légitimité du changement de constitution, du dialogue national inclusif et des assises nationales de la fondation. Le président de la transition, aujourd'hui, exerce pleinement les pouvoirs du président de la République. Il nomme le gouvernement, il préside le Conseil des ministres, il est le chef de l'État, il incarne l'unité nationale. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun pouvoir exercé par le président de la République qui échappe au président de la transition. Donc, pour cela, on ne peut mettre en cause ni la légalité de son acte et la légitimité de son aspiration à aller vers la réalisation de la forte demande de la population malienne. Donc, ça, c'est très important à savoir. Et ceux-là aussi qui pensent qu'on ne peut pas faire la révision parce qu'ils sont en train de créer la confusion dans la tête des gens. La Constitution de 92 interdit toute révision à travers l'article 118 lorsque une partie du territoire est menacée ou n'est pas sous le contrôle de l'État. Ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une révision constitutionnelle. Il s'agit de la rédaction d'une nouvelle constitution. Et dans la Constitution de 92, aucun article n'interdit l'écriture d'une nouvelle constitution. Personne ne peut prouver qu'il y a un article dans la Constitution de 92 qui dit que le président de la transition ne peut pas le faire. Et ceux qui disent aussi que la transition n'est pas la période indiquée pour toucher à la Constitution doivent se rappeler
qu'en 92, la constitution à laquelle il s'accroche a été effectivement rédigée et adoptée pendant la transition de 92. C'est un président de la transition qui était là. Donc, encore une fois de plus, cet argument aussi ne tient pas. Donc, je voudrais les appeler à beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus d'humilité et de s'inscrire résolument à accompagner les autorités de la transition pour qu'on quitte rapidement la transition. Moi, je ne doute du patriotisme d'aucun Malien. Peut-être, c'est possible qu'on ait des divergences de vision, de conviction, peut-être à un certain moment, mais je pense que tous les Maliens aiment le Mali. Okay. On n'a pas sûrement la même façon, certainement, d'aimer le Mali. Mais il est clair que tous les Maliens aiment le Mali. Donc, nous devons tous respecter nos choix, respecter le choix des autres. Et nous devons tous, de mon point de vue, travailler au rassemblement à l'unité nationale. Parce que le Mali est en danger. Le Mali est trahi au-dedans comme au dehors. Notre hymne le dit. Nous devons nous mettre ensemble, debout comme un seul homme, pour défendre notre patrie. C'est cet appel que je lance aux Maliens. D'accord. Une période de transition n'est rien dans la vie d'une nation, dans l'existence d'un pays. C'est un moment qui va passer. Oui. Donc, essayons de travailler ensemble pour aller au-delà de cette période de transition et nous mettre au service de notre pays pour construire notre pays. Merci, 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 merci encore une fois de plus. Merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre sur le projet de la nouvelle constitution. Nous réitérons encore notre remerciement à l'endroit de Honorable Alioune Guèye, conseiller au niveau membre, du CNT, membre du Conseil national de transition. Conseil national de la transition, mais aussi le 4e secrétaire parlementaire au niveau du CNT. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible. Avez-vous un dernier mot à l'endroit des... Oui, mon dernier mot, c'est vous. C'est de vous remercier vous-même, Dr Sempara, et toute votre équipe pour votre dynamisme, pour votre patriotisme. Je pense que vous êtes un jeune à encourager, à soutenir. Parce que vous croyez en ce que vous faites. Vous croyez au Mali. Et je pense que c'est important que tous les Maliens puissent vous encourager et vous accompagner dans ce que vous faites de bien. En cela, je pense à l'excellent travail que vous faites à l'université à travers le concours Thiabo que vous réalisez et qui permet à nos universités de se former, nos universitaires, de faire des recherches. Donc, je voudrais saluer cet engagement et ces initiatives. Je voulais aussi saluer tous vos abonnés et je demande aux Maliens de s'abonner à vos plateformes davantage pour faire passer les meilleurs messages. Et ensuite, je voulais prier pour notre pays et demander à tous les Maliens de prier pour le Mali, de prier pour le président de la transition et pour les autorités de la transition, pour que nous puissions sortir de cette transition au mieux des intérêts du Mali. Je reprends. Pour que nous puissions sortir de cette transition au mieux des intérêts du Mali. Je répète une dernière fois. Ça me rappelle la Blaye. Voilà, pour que nous puissions sortir de cette transition au mieux des intérêts du Mali. Parce que c'est les intérêts du Mali qui comptent. Ce n'est pas des intérêts individuels. Oui. C'est ce qui arrange le Mali et tous les Maliens qui comptent. Prions pour que cela puisse se réaliser. Prions pour que notre pays puisse retrouver paix, tranquillité et quiétude. Prions pour que le Mali puisse, les Maliens puissent vaguer tranquillement dans leur pays. Tout heureux de pouvoir contribuer
au bien-être, à leur propre bien-être, au bien-être de leur famille, de leur quartier, de leur ville, de leur village, au bien-être de leur région, au bien-être du Mali. Si je parle de Maliens, il s'agit des Maliens établis au Mali et des Maliens établis à l'extérieur. Notre rôle est déterminant. Aujourd'hui, nous sommes dans un tournoi décisif où nous avons emprunté un chemin. Le retour n'est plus possible. Nous devons avancer. Et nous devons avancer tous ensemble, main dans la main, pour relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Le Mali, j'y crois fermement. Et je crois au talent des Maliens. Mettons ces talents-là au service de la construction nationale. Je vous remercie. Merci, 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 honorable Nguyen. Nous devons avancer main dans la main pour faire face aux défis de l'heure. Tels sont les derniers mots de notre invité de marque spéciale. Nous demandons aux abonnés de faire le maximum de partage possible. Honorable, merci pour ces mots d'éveil de conscience et ces mots d'accroche des jeunes vraiment au patriotisme en question. Sans plus tarder, nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro tout à l'heure avec le guide Ladio. À plus.